Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration guidée d'exercices corrigés sur les probabilités pondérées. L'idée, c'est vraiment de les prendre un par un, dans l'ordre, pour bien décortiquer la méthode. Pas de retour en arrière, on avance. Tout à fait. L'arbre de probabilité, c'est notre outil visuel clé ici. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'approche systématique. Avancer pas à pas dans la correction. La méthode avant tout. Exactement. Alors, on a 5 exercices devant nous. On va regarder la construction des arbres, les calculs de probabilité, simples, composés, conditionnels, et puis comment on interprète tout ça, notamment la question d'indépendance. C'est parti pour le premier. Exercice 1 donc. On nous donne déjà un arbre. Comment on lit directement P d'A et P indice A de B? La probabilité de B sachant A. C'est assez immédiat sur ce type de diagramme. La première branche qui mène à A, ça nous donne P d'A égale 0,7. D'accord. Et ensuite, si on suit la branche qui part de A vers B, on lit P indice A de B égale 0,8. Logique. Et pour l'intersection euh, P d'A inter B, comment on fait? Là, c'est la règle du chemin. On multiplie les probabilités le long de ce chemin. Donc, P d'A fois P indice A de B. Ça fait 0,7 fois 0,8. 0,56. 0,56. Parfait. Ensuite, la source nous donne un calcul pour P de B via la formule des probabilités totales. Le calcul indiqué, c'est 0,7, 0,8 plus 0,3, 0,8, ce qui donne P de B égale 0,8. Alors, qu'est-ce que ça implique pour l'indépendance? Eh bien, si on suit ce calcul qui donne P de B égale 0,8, on compare P indice A de B, qui était 0,8, Oui. et cette valeur de P de B. Oui. Comme les deux sont égales à 0,8, on conclut que, selon ces chiffres, les événements A et B sont indépendants. PA de B égale P de B. Voilà pour ce premier point. Passons à l'exercice suivant. D'accord. On avance. Exercice 2, on change de contexte. Des brebis. 40% de race A, 60% de race B, avec des taux de stérilité différents. 2,5% pour A, 5% pour B. Là, il faut dessiner l'arbre nous-mêmes. Oui, c'est ça. On commence par le type de brebis, donc deux branches initiales, A avec une proba de 0,4 et B avec 0,6. Mhm. Et à partir de chaque race, on a deux possibilités, S pour stérile et NS pour non stérile. Pour la branche A, la probabilité d'être stérile, sachant que c'est A, P indice A de S, c'est 0,025. Ok. Et pour B, P indice B de S, c'est 0,05. Bon. La question c'est, quelle race est, en quelque sorte, la moins problématique du point de vue de la stérilité globale? Il faut regarder les intersections, c'est ça. PA intéresse. Exactement. PA inter S, c'est P de A fois P indice A de S, donc 0,4 fois 0,025. Ça fait 0,01, Mhm. soit 1%. 1%. Et pour la race B, PB intéresse. Au 3, 3%. Ah oui, donc même si le taux de stérilité de B n'est que le double de A, sa contribution à la stérilité totale est triple parce qu'elles sont plus nombreuses. C'est bien la race A la moins stérile en contribution. C'est une bonne remarque. Ça illustre bien l'importance des effectifs initiaux. Et d'ailleurs, la probabilité totale d'être stérile, PS, c'est la somme PA inter S plus PB inter S, égale 0,01 plus 0,03 égale 0,04. 4% au total. Allez, on enchaîne. Exercice 3. Là, ça se corse un peu, on parle des groupes sanguins et du rhésus en France. Il y a pas mal de données. Oui, l'arbre devient plus touffu. On a 4 branches au départ pour les groupes A, B, AB et O, avec leurs pourcentages respectifs 45%, 9%, 3%, 43%. Ok. Et ensuite, pour chaque groupe sanguin, deux nouvelles branches. Rhésus positif, R+, ou rhésus négatif, R-, avec les probabilités conditionnelles données. Par exemple, pour le groupe A, on nous dit que 87% sont R+, donc P indice A de R+, égale 0,87. Compris. Alors, quelle est la combinaison groupe et rhésus la plus courante dans la population française, d'après ces chiffres? Il faut chercher le chemin qui a la plus grande probabilité. C'est le chemin A, puis R+. On calcule PA inter R+, égale PA P indice A de R+, égale 0,45 fois 0,87, ça donne 0,3915, donc 39,15%. C'est de loin le plus fréquent. Quasiment 4 personnes sur 10. Et à l'inverse, la combinaison la plus rare?
Là, il faut chercher le plus petit produit. C'est AB et R-. PAB inter R- égale PAB P indice AB de R-, donc 0,03 fois, il faut regarder la donnée pour P indice AB de R-, ah oui, c'est 33%, donc 0,33. Ça fait 0,03 fois 0,33 égale 0,0099, moins de 1%. 0,99%, c'est très peu. Et pour les donneurs universels, O négatif. C'est le chemin O, puis RH-. P de O inter RH- égale P de O, P indice O de RH-, égale 43, 0,14, ce qui fait 0,062, donc environ 6%. Très clair. On continue notre progression. Exercice 4, tirage de billes. Urne avec 4 vertes, 3 oranges. On tire 2 billes successivement et sans remise. Le sans remise est crucial, j'imagine. Ah oui, absolument. Ça change toutes les probabilités pour le deuxième tirage, parce que la composition de l'urne a changé. Ça introduit une dépendance entre les tirages. D'accord. Au premier tirage, facile. P de V égale 4,7, P de O égale 3,7. Mais au second tirage, si on a tiré une verte en premier V1, il ne reste que 6 billes, dont 3 vertes et 3 oranges. Donc P indice V1 de O2 égale 3,6. Et si on a tiré O1 en premier? S'il y a eu O1, il reste 6 billes aussi, mais cette fois 4 vertes et 2 oranges. Donc P indice O1 de V2 égale 4,6. Ok, je vois. Donc si on calcule par exemple la probabilité d'avoir orange puis verte, PO1 inter V2, C'est PO1, P indice O1 de V2. Donc 3 sur 7, 46. Ça fait 12,42, environ 28,6%. et la probabilité d'avoir une verte au second tirage, sachant qu'on a eu orange au premier, P indice O1 de V2, c'était? C'était 46, soit 3,7, environ 66,7%. D'accord. Est-ce que les événements tirer une orange au premier et tirer une verte au second sont indépendants? Pour le savoir, il faudrait comparer P indice O1 de V2, qui est 46, avec la probabilité totale de tirer une verte au second tirage, PV2. On peut la calculer avec la formule des probabilités totales. PV2 égale PO1 inter V2 plus PV1 inter V2 égale 3,746 plus 4 sur 3,6 égale 12,42 plus 12,42 égale 24,42, soit 7 sur 47. Donc on compare 46, environ 66,7%, à 67, environ 57,1%. Exactement. C'est pas égal. Donc les événements ne sont pas indépendants, ce qui est logique. Le résultat du premier tirage influence les chances du second quand on ne remet pas la bille. Allez, dernier exercice. Le cinquième. Sur le dépistage médical. C'est souvent là que les intuitions sont trompeuses. Contexte. 15% de la population est atteinte d'une affection M. On a un test. Si on est malade, M, le test est positif, P, dans 95% des cas. Si on n'est pas malade, point M, il est quand même positif dans 10% des cas, faux positif. Mhm. Et la question c'est, quelle est la probabilité d'être réellement malade si on a eu un test négatif, point P? Donc P indice point P de M. Oui, la fameuse probabilité conditionnelle inversée, qui n'est pas directe à lire sur l'arbre standard. D'abord, construisons l'arbre. Première branche, M avec 0,15, point M avec 0,85. Ok, Ensuite, depuis M, P avec 0,95, PM de P, et donc point P avec 1 moins 0,95 égale 0,05, PM de point P. et depuis M. Depuis M, P avec 0,10, P.M.P. Et donc P avec 1, 0,10 égale 0,90, P.M.P. Voilà, l'arbre est posé. Mais comme on disait, P indice point P de M, la proba d'être malade sachant le test négatif, elle n'est pas écrite telle qu'elle. Il faut la calculer. Exactement. On utilise la définition P indice point P de M égale PM inter point P, P de P. Il nous faut donc deux morceaux. Le numérateur d'abord, PM inter point P. C'est être malade et avoir un test négatif. Oui, ça se calcule le long du chemin M.P. C'est P de M, P.M égale 0,15 fois 0,5 égale 0,074. 0,75%, très faible. Et maintenant le dénominateur, P de P.
la probabilité totale d'avoir un test négatif. Là, on utilise la formule des probabilités totales. Un test négatif peut arriver si on est malade et négatif ou si on n'est pas malade et négatif. Donc, P de P égale PM inter.P plus PM bar inter.P. On a déjà le premier terme, 0,074. Oui, et le second terme, P.M inter P, c'est P.MP et PPMP, égale 0,85 égale 0,765. Donc, pp1p égale 0,0075 plus 0,67 0,765 égale 0,772%. Presque 77% de chances d'avoir un test négatif au total. C'est ça. Maintenant, on a tout pour calculer notre probabilité recherchée. Alors, P indice M de P. C'est PDM inter P, P de P, égale 0,0075, 0,772, ce qui fait à peu près 0,0097. Donc même avec un test négatif, il reste presque 1% de chance d'être malade, 0,97%. C'est faible, mais pas nul. Exactement. C'est un résultat classique et important en diagnostic. Bien, on a fait le tour de nos 5 exercices en suivant bien l'ordre. Cette progression, je trouve, montre vraiment la puissance de ces outils, les arbres, les formules, pour décortiquer pas à pas des situations qui peuvent paraître compliquées au premier abord. C'est tout à fait ça. L'essentiel, c'est vraiment la rigueur dans la démarche. Bien définir les événements, construire l'arbre correctement, sans se tromper dans les branches ou les probas, et puis appliquer la bonne formule au bon moment. Intersection, probabilité totale ou conditionnelle. La méthode, c'est la clé. Et pour finir, peut-être une petite réflexion qui découle directement de ce dernier exercice. On a vu qu'un test négatif ne signifie pas une absence certaine de maladie. Ce résultat, presque 1% de risque résiduel, ça interroge, non? Comment cette idée de probabilité conditionnelle, le fait qu'une information soit déjà filtrée par un test ou un autre processus, devrait nous rendre plus prudents dans notre interprétation des diagnostics ou même d'autres informations qu'on reçoit au quotidien? Ça laisse à réfléchir.